Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré ce soir à cette destitution de Dilma Rousseff. 61 voix contre 20, une majorité donc en faveur de cette destitution. La présidente brésilienne destituée, mais qui garde ses droits civiques. C'était l'autre vote du Sénat ce soir. On en parle avec mes invités dans la deuxième partie de ce débat. Pour reprendre, André Neto, où nous avons terminé la première partie sur ce problème de corruption. Quand on regarde la composition du Sénat qui a voté ce soir, des 80 sénateurs jugeant Rousseff, plus de la moitié sont soupçonnés de corruption ou font l'objet d'une enquête. Ça paraît absolument extraordinaire que ce soit ce Sénat-là qui se soit prononcé pour la destitution de Dilma Rousseff. C'est l'une des ironies, mais ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. J'aimerais bien revenir sur le sujet d'impeachment de Collor en 92, parce que ça explique beaucoup à propos du système politique brésilien, à mon avis. On a la tendance de justifier l'impeachment de Collor, aujourd'hui encore, et de faire la part de choses en ce qui concerne l'impeachment de Dilma, en disant que pour Collor, c'était unanime. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, c'est vrai de ce côté de l'unanimité de la population, mais on peut se poser quand même la question de l'impeachment et de la culture de la défenestration des présidents de la République au Brésil. Alors, dans ces 90 dernières années au Brésil, on a eu 5 présidents de la République, seulement 5 présidents de la République qui ont fini leur mandat, alors que 7 ont été déposés soit par des coups d'État, soit par impeachment. Donc il y a une vraie culture de rupture politique. Dès qu'il n'y a pas de popularité, dès qu'il n'y a plus de support public, on a une procédure de rupture, que ce soit violente par le biais de militaires, que ce soit politique par le biais de parlementaires. François-Michel Le Tourneau, ces 13 ans de gouvernement de gauche nous ont donné finalement l'illusion d'un pays politiquement très stable, mais ça n'était qu'une illusion. Oui et non, quand même, il est resté stable pendant un certain temps. Je veux dire, pour revenir sur la corruption, qui est effectivement un mal endémique, je pense qu'il faut voir deux choses, enfin on peut voir les choses de deux manières. Effectivement, voir ça comme le triomphe des 40 voleurs qui ont enfin embarqué toute la caverne d'Ali Baba, au lieu d'en avoir que la moitié, parce qu'il faut voir que le PMDB avait quand même la moitié des ministères dans le gouvernement Dilma, donc il n'était pas complètement dehors. Mais on peut voir aussi que ce qui se passe en ce moment au Brésil, notamment l'opération Lava Jato, c'est une nouvelle phase dans le Brésil, c'est-à-dire qu'il y a une partie du Brésil assez importante, pas ces gens de Brasilia mais les autres, qui ne supportent plus cette corruption. Il y a des juges, mais il y a aussi toute une classe moyenne qui commence à dire on ne peut plus gouverner notre pays comme ça, et c'est assez nouveau que ces choses-là sortent. Donc là, on va peut-être vers une certaine instabilité, mais comme je le disais, qui va peut-être être nécessaire pour réformer le système politique brésilien, parce qu'il faudra que ces sénateurs et que ces députés qui sont mis en cause, mais votent une réforme constitutionnelle qui va sans doute les priver de leur immunité traditionnelle. Ce sera douloureux, mais après ça, on ira peut-être vers un pays qui correspondra plus aux standards du XXIe siècle dans les grandes démocraties. La question, Charles-Henri Chénut, c'est si le système tel qu'il est peut se réformer sans que ça vienne de l'extérieur. Moi, je ne le crois pas. Ça fait 15 ans que j'observe et que je vis au Brésil, parmi des Brésiliens. Je suis un peu déçu, un peu amer en tant qu'observateur français, peut-être avec une réaction et une culture politique souvent exacerbée en France. Le Brésil, à l'instar de beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, est dirigé par une caste politique qui se reproduit de manière malsaine et incestueuse. Donc ce sont des intouchables. Et la population se dit finalement, on savait. On savait peut-être pas autant, mais on savait. Là, la mèche a été allumée effectivement avec le coup de fil de Dilma auprès de Lula pour lui promettre la Casa Civil pour qu'il ne soit pas poursuivi par la justice, qui était un faux-né. Moi, ce qui m'intrigue et ce qui m'interroge pour ce futur brésilien, la classe politique est incapable de se remettre en cause. Comme vous l'avez dit, ils sont tous dans le même bain saunâtre de la corruption. Tous. Beaucoup plus que Dilma Rousseff, d'ailleurs, qui n'était absolument pas accusé d'avoir gagné personnellement. D'ailleurs, Dilma aurait pu la faire tomber sur d'autres chefs beaucoup plus graves, et là, c'est une mascarade politique. Soit. Mais cette classe est incapable de se réformer parce qu'elle profite de ce système qui s'autogénère. Maintenant, et la société civile. Je ne vois personne, lisant la presse tous les jours, et on en parlait tout à l'heure, personne dans la société civile qui sérieusement propose une alternative, un projet. Où sont les lobbyistes? Où sont les universitaires? Où sont les étudiants? Le Brésil, c'est la deuxième communauté Facebook du monde. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait partir des mouvements politiques, qu'on a vu ailleurs. Oui, au moment de la Coupe du Monde, la rue était prise par le peuple brésilien et enfin, elle ne se satisfaisait plus du pain et des jeux. Elle demandait légitimement plus de sécurité, plus d'infrastructures, plus de santé, plus d'éducation.
Et je me suis trompé. Je pensais que c'était un réveil politique brésilien. Les 70% de la veille de la Coupe du Monde qui disaient « dehors Dilma », avec toute la légitimité de leurs revendications, après la Coupe du Monde perdue, traumatisme brésilien, je me suis dit, et à quelques mois d'élection présidentielle, elle va sauter. Mais pas du tout. Ils se sont rangés. Cette émotion politique dont est chargé les Brésiliens, que l'on voit défiler le dimanche sur Copacabana avec la baba en blanc qui pousse l'enfant, le lundi, le même couple va travailler, mais ne revendique plus rien. Donc, il y a une émotion politique, mais il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas de structuration. Alors je pense que la classe de ces élus ne se remettra jamais en cause, parce qu'on sait très bien qu'elle profite. En revanche, cette société civile ne propose rien. Quel est le lendemain politique ? Pour moi, ça reste même plus une interrogation, ça reste un point d'exclamation. Juliette Dumont, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement, que la société brésilienne est en train de se réveiller, qu'elle est lasse de cette corruption dont on parle ce soir, et qu'elle ne se sent pas trahie justement par ce gouvernement de gauche qui avait réussi tant de choses? On parle de 40 millions de personnes qui ont été sorties de la misère. Il y a eu des réelles avancées sociales au Brésil. Cette partie-là de la population, celle qui soutenait justement Dilma Rousseff, ne se sent-elle pas trahie aujourd'hui de voir son parti prise dans tout ça? Mais c'est bien, enfin, on le disait en début de cette émission, Dilma Rousseff était très impopulaire. Elle a été peu à peu lâchée par ceux qui effectivement ont profité des années Lula, qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Vous parlez des universitaires. Alors, il y en a quand même un certain nombre qui ont pris position, qui ont été très présents dans le débat. Et un des changements majeurs, vous parlez des politiques sociales, mais la politique universitaire de Lula puis de Dilma était très importante. Il y a eu énormément de fonds alloués aux universités publiques et le Brésil est aujourd'hui un acteur important de la recherche internationale. Il se passe des choses, mais de manière morcelée. C'est-à-dire ce qu'on a pu observer depuis 2013 avec les manifestations pour notamment un transport plus digne et moins cher. Bon, il y avait un petit peu de tout là-dedans et il n'y a pas eu vraiment de leaders qui ont émergé et c'est plutôt la droite, l'opposition au PT qui a fait son miel de ces manifestations. Mais ensuite, il y a, disons que c'est très segmentarisé, sectorisé. Il y a des mobilisations de femmes noires, il y a des mobilisations des Indiens, il y a des mobilisations de personnes vivant dans les périphéries, il y a des mobilisations des étudiants. Le problème aujourd'hui, c'est la convergence des luttes, finalement. Et c'est d'arriver à trouver un projet politique, une vision commune du Brésil. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui incarne les différentes aspirations de la société. Et cette atonie aussi de la société civile, il faut le voir aussi en termes d'une culture politique qui est très défaillante. D'abord parce que le système éducatif brésilien reste encore lamentable, notamment au primaire et au secondaire. À l'université, c'est très bien, mais le primaire et le secondaire, c'est catastrophique. Il y a un problème aussi au niveau des médias. On a quand même un paysage médiatique brésilien qui n'est pas celui qu'on pourrait attendre de la part d'un pays aussi important et d'une démocratie reconnue. L'empire globe dont on parle, on a un paysage médiatique qui est plutôt, Andrei va peut-être me contredire, mais qui est plutôt de centre droit dans le meilleur des cas, mais très à droite et très idéologique. On l'a vu ces 8 derniers mois, c'était impressionnant de voir la campagne menée contre le PT, contre Dilma Rousseff. Ces 8 derniers mois, je pourrais même dire ces 3 dernières années. Et Antônio Valiadão, un universitaire qui est brésilien, qui est ici en France, disait c'est très bien ce processus d'impeachment parce que du coup on débat de la constitution brésilienne, de la politique brésilienne, ça apprend aux gens finalement à en parler. Bah oui, mais enfin, où ça ? Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a vu émerger, vous parliez de Facebook, mais effectivement des médias alternatifs. Les réseaux sociaux ont été source quand même d'une mobilisation importante, d'une tentative aussi d'analyse en dehors du paysage médiatique traditionnel. Donc, il y a des germes. Après, à voir s'ils vont éclore. Un début. Oui, non, je me rappelais, enfin, je pense qu'il y a deux points à souligner. Le premier, c'est que la population brésilienne n'a pas confiance depuis très très longtemps dans ces hommes politiques, donc s'ils ne cherchent pas la solution de toute manière là-dedans. Il y a un proverbe brésilien qui dit que le Brésil grandit la nuit parce que c'est le moment où les hommes politiques dorment, donc ils ne sont pas là pour le voler. Donc voilà, ça explique des choses. La deuxième chose que je voulais dire qui me paraît très importante, c'est que le PT est arrivé au pouvoir au Brésil avec une aura d'éthique
C'était enfin l'éthique au pouvoir. Et après, il y a eu le scandale du Minsalon. Donc il y a eu plein d'indices qui montraient que le PT ne pouvait pas gouverner autrement que les autres partis, c'est-à-dire en acceptant une marge de corruption qui lui permettait de faire passer ses projets de loi. Mais le Minsalon a été vraiment un traumatisme, donc le fait que le PT en fait payait des parlementaires pour faire passer ses lois, puisque c'est ça dont il s'agissait. Ce scandale a amené une bonne partie donc, des militants historiques du PT à se demander mais avec qui sommes-nous, et a amené aussi un changement profond dans le parti avec un renouvellement des cadres, et le PT est devenu, c'est normalisé, c'est-à-dire c'est devenu un parti où on fait carrière dans la politique et non plus un parti d'engagement et d'éthique et de conviction. André Neto, sur ce point, le paysage politique brésilien tel qu'il se présente. Alors, tout ça c'est très récent. J'aimerais bien croire que ce cynisme qui est ambiant à Brasilia, il est à la limite. Je pense que même des partis traditionnels comme le PT et le PMDB, qui sont le parti centriste, le PMDB et le parti de centre-gauche qui est le PT, ont compris qu'il y a une pression qui vient de la rue et qui est très forte. Donc j'imagine que peut-être il y aura un moment de modération et en ce qui concerne la corruption et eux dans le sens de réforme de l'État. Je ne suis pas sûr, j'espère. En tout cas, ce que je trouve, c'est que le Brésil, aujourd'hui, ce soir, est en une sorte de terre rasée en termes politiques. Il va falloir tout reconstruire, tout rebâtir en termes de partis politiques, de réorganisation idéologique de partis, etc. Concernant le paysage médiatique, je trouve que c'est une partie du problème. Il faut réfléchir aussi à ça. Donc, une vaste tâche pour Michel Temer qui sera investi ce soir, d'ici peu. Charles-Henri Chenu, d'autant que ce nouveau président brésilien, d'ici quelques heures, il sera le nouveau président brésilien jusqu'aux prochaines élections, va devoir faire face à une crise économique très importante et à un paysage politique entièrement redessiné après cette destitution. Ah oui, la plus grande difficulté de Temer, c'est évidemment politique, mais je ne sais pas s'il s'en sortira un jour, c'est le défi économique. Les caisses de l'État brésiliennes sont vides. Alors, on a distribué par des actes populistes. La grande victoire de Dilma, c'est d'avoir sorti des millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Après, on a fait des gorges chaudes de cette fameuse classe C des Brésiliens, 50% des Brésiliens qui étaient une classe de consommateurs, qui consommaient pour se faire plaisir et non plus simplement pour survivre. C'est faux. C'est-à-dire qu'on a vu que cette classe C des consommateurs, à la moitié du mois, elle n'avait plus un centime en poche et qu'elle était totalement surendettée. Donc, le système s'est effondré. Il n'y avait plus d'abondement d'argent public, il n'y a plus d'argent public. On a vu sur les projets des marchés publics, de concessions, de partenariats public-privé, que même il n'y avait plus d'acquéreurs à un réal symbolique. Donc l'investissement étranger s'est totalement désintéressé. Le Brésil s'est recroquevillé sur lui-même d'un point de vue international, dans son rapport avec les autres pays, mais aussi dans la région latino-américaine. Donc il y a un isolement très frappant du Brésil. Je ne sais pas du tout comment Temer va pouvoir faire, avec une équipe d'ailleurs gouvernementale qui ne se ressemble pas, avec des antagonismes forts, sans un soutien parlementaire réel. Et surtout, c'est ce que Juliette disait tout à l'heure, la vraie difficulté du Brésil, c'est de projeter ce pays dans les 10 années à venir, avec un programme gouvernemental réel, social et politique. D'autant que ce sont des mesures d'austérité qu'on est sur le point d'imposer au peuple. On peut imaginer, François-Michel Le Tourneau, que ça passe très mal. Oui, ça passe mal. Il faut voir, parce qu'après, il y a eu beaucoup d'annonces dans les deux sens d'ailleurs, puisque le gouvernement disait d'un côté qu'il allait couper plein d'allocations et d'un autre côté qu'il allait créer 14 000 postes de fonctionnaires. Et puis voilà, donc on a eu un petit peu une grosse pagaille. C'est pas très très clair vers où on va. Certes, plus d'austérité, forcément, puisque la situation économique est dégradée. Bon, je serais un peu moins pessimiste que M. Chenu, parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le Brésil a pris avec retard la crise économique mondiale. Donc jusqu'en 2013, le Brésil regardait tout le monde d'un air satisfait en disant chez nous la crise n'arrive pas. Ils l'ont prise en 3 ans, ce que tout le monde a pris en 8 ans. Donc ça va très fort. Il y a une récession de 5%, elle sera moins forte cette année. Donc effectivement, les comptes publics se sont trouvés déséquilibrés. La machine s'est trouvée grippée, notamment parce qu'on dépensait beaucoup d'argent dans des investissements qui aujourd'hui ne sont peut-être pas les plus rentables. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Le Brésil reste une grande puissance économique. La consommation au Brésil a continué de progresser. Et on a quand même l'avantage, c'est que le Brésil est en lui-même un marché satisfaisant pour la plupart des grandes entreprises. Donc voilà, il y a quand même des ferments intéressants au Brésil.
Brésil, il ne va pas devenir la Tanzanie tout de suite. On a parlé des difficultés politiques, des divisions politiques, des problèmes économiques. André Nieto, je me pose la question socialement. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans un pays où on a l'impression qu'il y a deux Brésils maintenant? Il y a ceux qui se sont rangés derrière Dilma Rousseff ou qui soutenaient en tout cas le Parti des travailleurs quand il était au pouvoir et qui se sentent trahis par ce qui s'est passé, et les autres, mais deux Brésils qui ne se comprennent pas finalement. Je pense que finalement c'est un problème international, ça. C'est au Brésil, c'est au Venezuela, c'est en Argentine, c'est aux États-Unis, c'est un peu en France, c'est un peu partout. Je trouve qu'au Brésil, on voit ça et c'est extrême. Parce que c'est le moment de la décision politique. On vient de passer l'acte fondateur d'un Brésil différent. Je ne dis pas meilleur ni pire, on ne sait pas, mais c'est l'acte fondateur d'un Brésil différent. En tout cas différent. Et je trouve que la société brésilienne est le miroir de toutes ces tensions politiques, économiques et sociales. Et on a vu ça en 2013, on a vu ça en 2016 encore, et je pense que ça ne se calmera pas dans les mois qui viennent. Temer aura une tâche difficile, hein. C'est pas facile de gérer cette physiologie qui a pris le pouvoir au Congrès, au Parlement brésilien. Il aura aussi sa part de difficulté de gouverner. Et il y a deux facteurs qui s'approchent et qui seront encore plus éprouvantes pour le président. D'abord, l'élection municipale, c'est déjà le cas. On est en campagne au Brésil. Et en 2017, on ne parlera que de l'élection présidentielle de 2018. Alors, ça sera, à mon avis, on peut dire un gouvernement à moitié, parce que en attendant ces nouvelles élections. C'est un gouvernement de transition, même s'il est devenu le président de la République. Oui. Si on se rappelle le précédent de 92, c'est pendant la présidence du vice-président Itamar Franco qu'un certain ministre des Finances qui s'appelait Fernando Henrique a lancé le plan Réal qui a commencé à remettre le Brésil sur de bons rails économiques. Donc voilà, ces périodes de transition sont troublées. J'ai moins foi en Michel Temer que dans d'autres, mais enfin bon, on verra bien. Mais elles peuvent être constructives aussi. Mais voilà, on verra un petit peu. Il peut trouver tout à coup une personnalité charismatique. Julia Dumont. À voir justement si la polarisation qu'on a observée ces derniers mois au sein de la société brésilienne, qui était une polarisation, certains historiens disent ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu des affrontements partisans aussi violents. C'est d'autant plus violent que ces affrontements partisans ont recoupé de manière plus ou moins égale des inégalités quand même très importantes, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Il y a beaucoup de choses à mettre au crédit des gouvernements Lula et Dilma, notamment pour sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté, ce que n'ont pas réussi, mais bon, Rome ne s'est pas bâtie en un jour, mais ce que n'a pas réussi à faire ni Lula ni Dilma, c'est la réduction des inégalités. Et aujourd'hui, le Brésil continue à être l'un des pays les plus inégaux au monde, et ça obère aussi les capacités du Brésil, tant politiques qu'économiques. Pour rebondir sur les propos d'André, ce qui est très surprenant, c'est que les 15 dernières années, le Brésil s'est enrichi. Donc les Brésiliens se sont enrichis. Mais la richesse ne s'est pas partagée. Donc vous avez eu les classes qui ont monté en pouvoir d'achat, et toutes du même degré. Et vous avez 15 familles au Brésil qui détiennent 5% du PIB. Donc vous avez des couches sociales qui ne se parlent pas au Brésil. Et cette répartition de la richesse qu'on a vue parfois dans d'autres pays, lorsqu'il y a eu des mouvements gouvernementaux assez forts ou surfant sur une économie internationale, sur les commodities par exemple au Brésil, ou sur le chéquier chinois qui était largement signé à une certaine époque, au Brésil, oui, la population s'est enrichie pour partie, mais les disparités ont demeuré. Et donc ce sont ces Brésiliens qui continuent aujourd'hui encore et toujours à ne pas se parler, voire se comprendre. Oui. Concernant l'inégalité du Brésil, je suis un peu pessimiste par rapport à la narrative de l'inégalité. Je trouve que le Brésil est un pays sous influence des États-Unis, un pays où l'inégalité ne touche pas les gens que dans le sens que je veux avoir de la mobilité, je veux gagner de l'argent et pouvoir changer de classe sociale et m'enrichir. Alors l'autre,
on ne sait pas trop. Moi, je me préoccupe pas trop de mon voisin. Je trouve que c'est un esprit de société différent de l'esprit de la société française, par exemple, qui a ce côté de l'égalité de chance, l'égalité d'opportunité beaucoup plus aigu. Je trouve qu'au Brésil, c'est moins important. François Machelton. Je vais complètement dans ce sens-là. Le Brésil est un pays américain et donc de ce point de vue-là, effectivement, chacun est responsable de son destin, ce qui fait que c'est pas du tout la même culture. C'est plutôt la France qui est une exception de ce point de vue-là que d'autres. Sur les inégalités, il faut regarder que certes la société brésilienne est extrêmement inégalitaire, mais toutes les sociétés autour ne le sont pas plus. La Bolivie, le Chili, l'Argentine ne sont pas des pays. Vous regardez le coefficient de Gini, vous verrez que c'est quasiment les mêmes en fait. Donc il y a ces sociétés latino-américaines de toute manière sont inégalitaires. Le dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'il peut y avoir un facteur de changement. Là aussi, donc je parlais de l'opération main propre qui est en cours en ce moment, mais il y a une autre chose, c'est que la loi brésilienne, on verra si elle est contournée une nouvelle fois, mais a mis en place ce qu'on appelle la ficha limpa, c'est-à-dire que lorsqu'on a été condamné en étant titulaire d'une charge publique, on ne peut plus être réélu. Et donc, il est possible que les partis politiques, dans les prochains mois ou années, doivent renouveler leur personnel assez rapidement parce qu'ils vont perdre une grande partie de leur tête. Bon, merci. C'est la fin, malheureusement, de ce débat. On arrive au bout du temps qui nous était alloué. On va retrouver tout de suite Myriam Amellal pour faire un point sur ce qui fait le buzz ce soir sur Internet. Bonsoir Myriam. On regarde tout d'abord la rentrée scolaire. Ça sera demain et elle est placée sous le signe de la sécurité. Oui, en France, la rentrée scolaire, c'est demain, c'est le 1er septembre. Donc, on a beaucoup parlé de la sécurité des écoles. Le gouvernement a annoncé d'ailleurs aujourd'hui que c'était la priorité de cette rentrée. Alors, on a lu beaucoup d'articles à ce sujet sur la blogosphère. Et par exemple, on a une information, le SMS alerte attentat a été testé avec succès. Alors qu'est-ce que c'est que ce SMS? Alors on ne sait pas exactement, on ne connaît pas le contenu de ce SMS, mais on sait qu'il est envoyé uniquement au directeur d'établissement. Il a été testé aujourd'hui et la ministre de l'Éducation et le ministre de l'Intérieur ont annoncé qu'il a été testé avec succès. Alors ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est le site du gouvernement qui parle de tous les alertes, toutes les mesures prises pour sécuriser les établissements. Ce qui est intéressant par rapport à ce SMS, c'est qu'on en a beaucoup débattu parce que l'application qui a été mise en place, Alerte Attentat, qui a été mise en place par le gouvernement, a montré ses limites parce que c'est une application et donc seuls les gens qui possèdent un iPhone peuvent y avoir accès. Donc il y a un député, Éric Bello, qui a proposé ce procédé, ce SMS, pour essayer de toucher plus de monde. La proposition, en fait, est un peu plus complexe. Il propose un SMS géolocalisé qui pourrait être envoyé dans des zones où il y aurait un risque d'attentat ou même de catastrophe naturelle par les opérateurs aux frais de l'État. C'est encore en débat, mais en tout cas, ça a été retenu au moins pour l'éducation nationale et pour la sécurisation des établissements. Et alors, cette rentrée placée sous le thème de la sécurité, Myriam, on la retrouve un peu partout dans le monde. Oui, on la retrouve un peu partout dans le monde. On en parle aussi en Belgique, vous vous en doutez. C'est un pays aussi qui a été frappé par les attentats. Alors, le ton est un peu différent. Autant en France, on a envie d'entendre parler de sécurisation des établissements. Peut-être que la peur est encore très présente. En Belgique, les parents d'élèves trouvent qu'il y a un climat anxiogène qui règne, qui n'est pas nécessaire. Le niveau, et on peut lire ça sur le site de nos confrères de la RTBF, l'alerte attentat est toujours maintenue à 3 sur 4, mais beaucoup estiment qu'il y a des excès de zèle dans certains établissements et qu'il faudrait un petit peu lever le pied et arrêter de répandre ce climat anxiogène. De faire peur à tout le monde. Et de faire peur à tout le monde, voilà. Vous avez aussi un autre pays où on parle de la rentrée scolaire et on parle aussi peut-être pas forcément des attentats, mais d'une autre forme de violence, l'islamophobie, c'est au Canada. Il faut savoir que 27 000 réfugiés syriens sont arrivés depuis novembre dans le pays. Et depuis, beaucoup d'enseignants s'interrogent et ont appelé le Conseil national musulman canadien parce qu'ils sont confrontés à parfois des remarques islamophobes à l'égard d'élèves musulmans. Donc, ils ont, à force d'appeler, ce Conseil national des musulmans canadiens a décidé de mettre au point un manuel, un guide pour aider les écoles à lutter contre l'islamophobie. Donc ça fait partie des événements de la rentrée au Canada. Alors vous avez d'autres pays comme la Jordanie qui
en deux volets, la Jordanie qui veut faciliter l'accès aux réfugiés syriens à l'école. Le pays a beaucoup été critiqué parce que beaucoup d'enfants ne peuvent pas être inscrits parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc là, on autorise aux enfants syriens, même ceux qui n'ont pas encore de papier, à s'inscrire à l'école, même si leur situation doit être régularisée plus tard. Et puis, autre article que j'ai trouvé dans un journal jordanien, Dostol, qui est très intéressant. On parle de la sécurité des élèves, mais pas du tout dans le volet terrorisme, attentat, plus par rapport aux accidents de la route à la sortie de l'école. On souhaite faire de la prévention, mais aussi par rapport à la vétusté des établissements, pas d'extincteurs, pas de sécurisation des portes ni des fenêtres, et puis surtout, problème d'intoxication alimentaire à la cantine. Et les cantines scolaires en Jordanie devront être validées par le ministère de la Santé, donc ce qui est quand même assez inédit. Et puis, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a un article aussi concernant les enfants qui est hyper intéressant que j'ai trouvé dans Al-Sharq al-Awsat qui parle des enfants qui vivent dans les zones contrôlées par le groupe État islamique. Et là, ce n'est plus de l'enseignement, mais de la propagande. Le titre s'intitule « Les enfants piégés » et on parle de cette brigade d'enfants qu'on forme pour devenir kamikazes. Et ce sont des psychologues qui ont rédigé cet article et qui expliquent que la formation s'articule en 3 parties. Une formation militaire avec un entraînement, une formation psychologique et idéologique. Et la formation psychologique est particulièrement intense puisque les enfants sont forcés à regarder des vidéos d'exécution, ce qui montre un petit peu la propagande dans ces zones. Myriam Amelal, merci beaucoup. Un œil donc sur les médias ce soir. C'est la fin de ce débat qui était donc consacré à cette destitution d'Dilma Rousseff puisque le vote a eu lieu ce soir. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, Raphaël Kahn sera là avec la suite de Paris Direct. Bonsoir.